enorme satisfacción volver a estar aquí y comprobar una vez más que este es un territorio no necesariamente donde voy a encontrar muchas mujeres. Por suerte tengo una gran representante a mi lado de lo mejor de la sociología del trabajo. Se llama Danielle Linard, es una de las grandes damas de la sociología del trabajo en Francia, y eso no es baladí decirlo, dado que es un territorio, tanto en Francia como en otros países, donde las damas no abundan. ¿Qué puedo decir de ella? Que compartimos, lo hemos sabido esta mañana, una pequeña complicidad. Somos de uno de los mejores años de la primera mitad del siglo XX, el 47. Y que ella es socióloga del trabajo, ya lo he dicho, es doctora en sociología, entra en el 1980 en el CNRS, donde ahora es directora emérita de investigación del laboratorio Genre Travail Mobilité, GTM, y está en el Centro de Recherche Sociologique y Politique de París, CRESPA. Es además profesora, supongo que emérita también, ¿no? ¿Profesora en activo? No, yo no soy... Qui a été? Non, jamais. Jamais? Mais non, mais... Alors, c'est le CV que vous savez... C'est pas moi, non. Non, parce que c'est deux filières différentes. Chercheur... Mais c'est comme ici. En Espagne aussi. Ah bon, ok. Explique après. Ok. Mais je ne suis pas professeur, je suis chercheur. Chercheur. Chercheuse. Chercheuse. Oui, c'est ça. Bueno, es que no sé si disculpo he prometido ser formal. Ha recolectado en su larguísima trayectoria premios y publicaciones. Yo, viendo qué es lo que podía decir, porque aquí tendría que estar una persona que la conoce bien, que incluso ha traducido parte de sus textos, pero como pues es mujer y hay pocas mujeres, dijeron, no, tiene que ser mujer, pues aquí estoy. Pero he visto que tiene, como en 20 años, como 10 libros, más de 60 artículos, los he contado, y más de 75 capítulos del libro. ¿Por qué lo cuento así? Porque ahora yo sé que vamos un poco a peso, hay que publicar mucho, pues aquí hay la muestra de su excelencia, ha publicado mucho y bien, ha sido además miembro del Consejo de Redacción de la Nouvelle Revue du Travail, y se ha dedicado a un tema al que algunas de las personas que estamos aquí hemos intentado hacerlo también, no siempre con la majestuosidad que permite el CNRS. Lo digo, no me refiero a la majestuosidad, sino a los fondos que hacen posible que te puedas dedicar a hacer investigación, y ustedes saben de lo que estoy hablando. Se ha dedicado a hablar del trabajo, a estudiar el trabajo, a investigar sobre el trabajo, y en eso las complicidades que podemos tener en este seminario pueden ser muchas, pero yo creo que si ella merece ser destacada es porque ha estudiado el trabajo en su contexto empresarial, pero no de la parte que antes nos citaba Marcial, están muy interesados a ver, porque dicho así yo primero he tenido la sorpresa de decir, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Constatar lo que es evidente o lo que no existe? No. Ella lo que ha querido es poner el foco en las empresas, pero en la organización de las empresas, en la tecnología, en la gestión. Yo creo que la parte más interesante quizá, o la que más nos ha acercado, en mi caso y en el caso de Pera o de algunas de las personas que estamos aquí, de la gestión de personal y de los recursos humanos. Y eso es muy importante para nosotros porque las que somos personas ya de una edad nos contaron aquello de la Organización Científica del Trabajo, ¿sí? Y yo pensaba, ¿científica? Especialmente porque quien ha trabajado en empresa, y están hablando ustedes, o yo estoy hablando, he trabajado en empresa privada, soy hija y nieta de personas que han trabajado en empresa privada, y claro, aquello de científico, con la idea mítica que yo tenía de la ciencia, luego de mayor, cuando me aproximé a la ciencia, ya vi que quizá también no era tan banal que le pusieran científica, ¿por qué no? Una vez más, ¿no? Pero he hablado de esa organización científica, cómo evoluciona. Siempre ha sido una herramienta de control muy fuerte por parte del empresariado, y lo ha revestido, aprovechando la individualización creciente y la precarización creciente, de recursos humanos, de un departamento que es la clave para subjetivizar, individualizar, desprofesionalizar y encima tener muy contentos a las personas que trabajan ahí, que trabajamos ahí o que han trabajado ahí. Y yo creo que esa es una de las partes más interesantes
de lo que ella muestra en sus estudios. Habla de subordinación, habla de precarización, habla de algo que nosotros no solemos citar, de la humillación que supone el tener que ir día por día en un mundo en el que a los individuos con este narcisismo creciente les dicen que pueden hacer en esta vida lo que quieren, verse obligados a estar en un contexto que les recuerda que eso es imposible por difícil, ¿no? Como parece que decía algún torero. ¿Qué ha publicado? Muchísimas cosas, de entre las que ha publicado, por no alargarme yo más. Creo que, si ustedes ven, en castellano hay una entrevista, es una buena manera a veces de entrar en las personas que no conocemos, publicada en Sociología del Trabajo. La entrevista se la hace Miguel Ángel García Calavia, un colega de Valencia, y ahí es interesante ver cómo ella cuenta, menos académicamente, pero más abiertamente, cuál ha sido su vida, y pueden leer ustedes los textos que ha escrito en castellano para Pasos a la izquierda, y ahí quizá el impacto mayor, el libro ha sido La conduite humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale. Excusez-moi, mon français es comme ça. A mí hay una cosa que me ha interesado mucho, y con esto voy a intentar terminar. Hablar de la deshumanización a partir del trabajo, porque hablamos de los working poor, hablamos de los trabajadores pobres, pero eso es solo una parte de la cuestión. Las personas, es verdad que el trabajo cada vez es menos relevante, o nos dicen que es menos relevante, pero en cambio estamos atadas ahí, o están atadas ahí, que esté jubilada. Y el link se ha roto un poco, ¿no? La paradoja de que eso pierda valor, pero en cambio es lo que te acabe humillando, que te acabe recordando que esa sociedad salarial por la que luchamos, porque y al menos las mujeres lo sabíamos, era mejor esa sociedad salarial para nosotras, que eso acabe siendo una constatación de las posibilidades de no poder ser, o de no poder a partir del trabajo, como por ejemplo fueron mis abuelos, o por ejemplo fueron mis padres. Yo creo que es uno de los grandes fracasos de nuestra sociedad actual, pero de eso vamos a tener, no sé si vamos a hablar de ello, pero a mí es lo que más me ha interesado de su propuesta. ¿Qué más? Agradecerle muchísimo que haya querido venir a Barcelona, que haya querido compartir esta jornada con nosotros, para hablar de esto de la democracia económica, para hablar de esa organización del trabajo en las empresas, donde los sindicatos resisten, acordándose o no, de que el conflicto con la empresa fue el origen de nuestra sociedad salarial. Y bueno, pues nada más, porque yo ya saben ustedes, que los que me conocen, que hablar me cuesta poco, y entonces me tengo que callar. Le doy la palabra a Daniel, y agradeciéndole de nuevo muchísimo que esté aquí. Gracias. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. Okay. Donc, moi, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit, parce que vous parlez espagnol. Vous n'allez pas comprendre non plus ce que je veux dire. On est à égalité. Oui, je pense que oui. Il y a des personnes... Qui parlent français? Tu l'as compris Un peu. Bon, je vais parler lentement. Donc, je crois, j'ai cru comprendre que ici, vous étiez particulièrement intéressé par la question de la précarité objective, c'est-à-dire nous on appelle ça en France les intérimaires, les slasheurs, les auto-entrepreneurs, ceux qui sont saisonniers et ceux qui sont en contrat à durée déterminée court. Alors effectivement, il y a toute une spécialité en sociologie qui consiste à étudier les conditions et le contenu du travail de ces personnes objectivement précaires au travail, qui ont des problèmes financiers, des problèmes pour vivre, pour pouvoir trouver un logement, pour pouvoir fonder une famille. C'est effectivement très très important. Mais moi, particulièrement, je m'intéresse à un autre aspect qui est la précarité plutôt subjective. C'est-à-dire le fait d'avoir un emploi stable quand on est fonctionnaire, civil servant,
ou quand on est en contrat à durée indéterminée, garantie, eh bien, ce sentiment de ne pas être sûr de pouvoir garder sa place dans l'entreprise, même si on est un bon travailleur, un bon professionnel. Moi, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Vous savez, il y a régulièrement en France des sondages et sur le risque que l'on considère de pouvoir un jour être SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. Et 60%, selon les années, 60 à 50% des Français disent qu'ils n'excluent pas de se retrouver un jour SDF, sans domicile fixe. Vous comprenez? Ça veut dire, alors que la majorité d'entre eux a un emploi stable, la majorité quand même a un emploi stable, ça veut dire que enfin en tout cas plus de la moitié des salariés a peur d'un jour de tout perdre. Voilà. Ça donne bien ce sentiment de précarité subjective avec cette idée qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe au travail qui vous mette dans une situation difficile hors travail. Alors voilà, d'où cela vient. Alors, moi je pense que c'est une des particularités de notre nouveau modèle managérial, en tout cas français, qui s'est développé, je ne sais pas, on va voir si c'est espagnol aussi, hein. On va voir. D'accord. Qui s'est développé en France à la fin des années 70 et au début des années 80, il faut le savoir, en réaction à mai 68. En France, mai 68 a été un énorme traumatisme pour le patronat, pour les employeurs, une énorme peur. Il faut savoir que c'était 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines. Toute la France était paralysée. C'était la plus longue grève du XXe siècle, plus longue que pendant le Front populaire, pour ceux qui connaissent en 1936 la grève du Front populaire, et pour vous dire à quel point c'était un choc, un traumatisme, le général de Gaulle, qui était président de la République, a disparu pendant 3 jours. Il est allé auprès du général Massu, qui était stationné en Allemagne à Baden-Baden, pour s'assurer de la fidélité de l'armée française et éventuellement pour prévoir une exfiltration. Ce sont les historiens qui maintenant expliquent que le général de Gaulle est venu en hélicoptère avec sa femme, mais aussi ses enfants, qui étaient des grands-enfants, parce qu'il voulait quitter la France. Et c'est le général Massu qui a dit « Non, non, restez, vous pouvez compter sur l'armée, l'armée est là, et tout ira bien, repartez ». Et il est reparti en France, mais il a laissé ses enfants, au cas où, en Allemagne. Voilà. Pour vous dire le choc qu'était mai 68, avec une jeunesse qui refusait l'ordre capitaliste, l'ordre social capitaliste, et qui avait un slogan qui était « ne pas perdre sa vie à la gagner ». Peut-être vous pouvez traduire. No perder la vida para poderla para ganarla, es decir, para ganarla. Bueno, en el esfuerzo para tener un salario, ¿no? Voilà, voilà. Avec l'idée de le besoin de se réaliser au travail, oui, de pouvoir être reconnu pour son travail, se reconnaître dans le travail, avoir de la dignité, avoir de l'autonomie et de la liberté au travail. Ça, c'était, et c'est aussi, ça a été une difficulté pour les syndicats. Parce que mai 68 s'est fait en dehors des syndicats. C'est les ouvrières et les ouvriers qui jetaient les outils et qui partaient en hurlant « c'est pas possible, on arrête, on veut plus de cette vie-là, on veut plus vivre cela ». Voilà. Donc, les syndicats aussi ont eu beaucoup de difficultés parce qu'en France, et je pense que c'était en Europe aussi, les syndicats savaient bien mobiliser et se battre
mais pour des augmentations de salaire, voilà, ou de la réduction de la durée du travail, mais pas sur l'organisation du travail. Et les gens voulaient, les grévistes voulaient une autre qualité de la vie au travail. Et du coup, les syndicats ont été en difficulté, et évidemment, les dirigeants des entreprises ont eu très peur. Donc, ils ont commencé à réfléchir avec des psychologues, des philosophes, des sociologues pour imaginer un autre modèle. Et ce modèle, je dirais qu'il repose sur trois piliers. Piliers, comment on dit piliers Pilares. Le premier, c'est l'individualisation systématique de la gestion et de l'organisation du travail des salariés. Ça, c'est fondamental. Et ça a été comme un vrai cheval de Troie, parce que le patronat a prétendu répondre aux aspirations des salariés. Vous voulez de la liberté, vous voulez être reconnu pour votre travail, mais évidemment, il faut individualiser pour pouvoir saisir la qualité de l'engagement de chacun, les compétences de chacun, l'intérêt du travail de chacun. Il faut individualiser, voilà. Et ça, c'était un vrai cheval de Troie, une vraie intelligence managériale, de dire nous répondons aux aspirations des salariés, mais en réalité, nous affaiblissons les salariés, parce que l'idée, c'était de déstabiliser les collectifs de travailleurs. Où était née cette contestation et cette remise en question? Donc, déstabiliser cette capacité massive de contestation en promouvant l'individualisation qui va vite devenir une personnalisation de la relation de chacun à son travail, et avec donc des primes individuelles, ce qui fait qu'il va y avoir une concurrence systématique entre les salariés, parce que les primes n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, donc ça va être une compétition, une concurrence très forte entre les salariés, et progressivement, et c'est là qu'on va toucher la surhumanisation, il y aura une psychologisation de la relation de chacun à son travail, et même ce qu'on appelle une narcissisation de la relation de chacun à son travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme avant, des collectifs avec des valeurs communes, avec le sentiment d'un destin commun dans l'entreprise, avec ce qu'on appelait l'équation à travail égal, salaire égal, où tout le monde pouvait lutter ensemble parce que ça améliorait le sort de tout le monde. Maintenant, avec l'individualisation, la personnalisation, la psychologisation, le travail qui était une expérience socialisatrice devient une épreuve solitaire, où chacun doit négocier son destin personnel dans l'entreprise. Et ce destin personnel dans l'entreprise va jouer sur des dimensions émotionnelles. On va parler de management des affects, de gestion des émotions, et ce qui va être le plus sollicité, le plus mobilisé chez chacun, ce sont les dimensions intimes, personnelles de la personne, de l'individu. Ses aspirations, ses désirs les plus profonds, ses peurs aussi, ses fantasmes, parce que ça permet de manipuler, de jouer sur chaque salarié, et on le voit bien dans les textes managériaux. On demande aux salariés de savoir se remettre en question, d'avoir le goût du risque, d'essayer de se dépasser en permanence, d'aller tout le temps viser l'excellence, montrer qu'on est le meilleur, qu'on est plus fort que les autres, qu'on est plus fort que les clients, plus fort que... Voilà. Il y a une mobilisation, par exemple, des jeunes cadres en France. On leur dit, nous allons miser sur vous, nous allons compter sur vous, montrez-nous qui vous êtes réellement, montrez-nous qu'on peut vous faire confiance. C'est tout.
on ne parle pas de la formation, on ne parle pas de la professionnalité, de l'expérience. Montrez-nous qu'on peut compter sur vous, que vous allez toujours chercher à être le meilleur et le plus fort. Ça, c'est la psychologisation, la narcissisation de cette relation nouvelle au travail qui isole complètement les gens et qui les vulnérabilise énormément, qui les rend très, très fragiles parce qu'ils ont désormais des objectifs individuels, des évaluations, elles aussi personnelles, et il faut savoir que moi j'ai fait des enquêtes dans des usines sur des chaînes de montage où les ouvriers avaient des objectifs individuels et des évaluations personnelles, mais vraiment, c'est quelque chose qui est incroyable. Même des ouvriers sur la chaîne de montage, ils ont des évaluations personnelles. Donc ils ne sont plus du tout camarades, ils sont concurrents, ils sont en compétition, et ça crée pas du tout des collectifs solidaires, au contraire, et ça crée vraiment un sentiment d'abandon, de fragilité, de vulnérabilité, parce qu'on n'est pas jugé en tant que professionnel, on est jugé en tant que personne. Vous n'êtes pas une bonne personne, vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça, c'est terrible, parce que c'est l'image de soi-même qui est totalement remise en question. Et ça, c'est une des armes très très fortes du patronat, de l'employeur, pour pouvoir manipuler les salariés. Et puis, effectivement, pour les syndicats, c'est une énorme difficulté. Comment syndiquer des gens qui sont obsédés par leur ego, c'est ça, dans l'entreprise, qui voient les autres comme des concurrents et qui ont envie de se faire bien reconnaître par la hiérarchie et par la direction. Comment est-ce que les syndicats peuvent amener ces gens-là à lutter pour une amélioration commune de la situation? C'est vraiment une difficulté énorme. Alors, je dirais que ça, c'est un premier pilier très important parce que ça vulnérabilise, ça atomise, ça segmente, ça crée de la concurrence entre les salariés, ça crée de la peur de ne pas atteindre les objectifs, la peur d'être mal évalué et la peur d'avoir une image de soi qui est de plus en plus dévalorisante. On n'est pas bon. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième pilier, c'est évidemment l'organisation même du travail. Et l'énorme problème qu'on a en France, je ne sais pas si c'est la même chose en Espagne, c'est que ces aspirations à se réaliser, à se montrer, qui sont introduites par l'employeur, elles viennent se fracasser contre une organisation du travail qui reste majoritairement taylorienne. Donc il y a une confrontation terrible entre des gens qu'on dit réalisez-vous, montrez qui vous êtes, grandissez dans votre travail, et puis le fait qu'on est dans un travail extrêmement contraignant, très contraignant, selon la pensée taylorienne, même s'il n'y a plus ces modes opératoires, parce qu'il y a de plus en plus de travail tertiaire, il y a moins de modes opératoires, mais il y a énormément de procédures, de process, de protocoles, de codification, de reporting, des formes de contrôle qui sont pensées par des experts de grands cabinets internationaux, des consultants, qui vont penser le travail selon le benchmarking, qu'est-ce qui est bien là, on va le mettre ici. Et donc, l'organisation du travail est pensée sans les professionnels, en dehors d'eux, et même parfois contre eux, contre leurs valeurs professionnelles, contre leur logique professionnelle. Donc, ces salariés sont stimulés pour se réaliser, mais ils sont tenus par une organisation très taylorienne, toujours dans la même perspective que Taylor. Alors, pourquoi cette contradiction, pourquoi cette incohérence, on peut dire? C'est parce que le taylorisme, c'est un moyen de contrainte et de contrôle fondamental. La
pensée philosophique de Taylor, la pensée sociale de Taylor est très importante, et la base de cette pensée, c'est que le savoir, c'est du pouvoir. Donc si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Donc toute l'intelligence taylorienne, c'était de s'approprier du savoir, des connaissances, du métier des ouvriers, pour les donner à l'employeur, qui va s'entourer d'ingénieurs et qui va définir la one best way, la meilleure, plus productive façon de produire. Voilà. Ça, c'est la logique taylorienne qui dit les ouvriers vont essayer de défendre leurs intérêts et leurs valeurs, c'est-à-dire ne pas travailler trop vite, pour ne pas se fatiguer trop, pour ne pas risquer d'accident, ne pas travailler trop par rapport à ce que l'on est payé. Et ça, c'est mauvais pour la productivité, donc c'est mauvais pour la nation américaine. Donc, ça, il y a aussi toute cette idéologie, cette philosophie sociale, c'est qu'au nom des intérêts supérieurs de la nation américaine, il faut que les ouvriers n'aient pas le pouvoir, et donc il faut que les ouvriers n'aient pas le savoir. Voilà. C'est une idéologie toujours au nom des intérêts supérieurs. Donc voilà, je ne prends pas, disait Taylor, le parti ni des ouvriers ni du patronat, je prends le parti de la nation. Je veux la productivité la plus forte pour la nation. Je suis un grand démocrate, disait-il, et j'utilise la science qui est objective, impartiale et universelle. Voilà. Ça, c'est la soi-disant pensée taylorienne, moyennant quoi c'est l'employeur qui décide de l'organisation du travail, qui va imposer la plus forte productivité aux salariés, quoi qu'il arrive, et quel que soit leur niveau de compétences et de formation. Et cet esprit-là, il est resté, et donc on a une organisation du travail qui est complètement en contradiction avec la gestion des salariés hyper personnalisée, hyper narcissique. Voilà. Ça c'est le deuxième plan. Et il y a un troisième pilier, paradoxalement, qui est le changement perpétuel. Parce que le changement perpétuel, c'est justement un moyen de combattre les savoirs, les connaissances et l'expérience des salariés. Taylor voulait leur prendre tout simplement, ça n'est plus possible maintenant avec des cadres, des ingénieurs de haut niveau, et donc la stratégie, c'est de mettre en obsolescence les compétences, les savoirs, les connaissances, l'expérience individuelle et collective des salariés, la mettre en obsolescence par un changement permanent. C'est-à-dire, on restructure les départements et les services, on recompose et on redéfinit les métiers, on impose des mobilités systématiques, on change les logiciels tout le temps, et on déménage, on réemménage. Voilà. Et donc, le monde du travail est un monde en perpétuel mouvement. Alors, l'argumentation du management, c'est de dire notre monde est un monde qui vit avec une temporalité en accélération permanente. C'est normal d'introduire du changement. Mais le changement est aussi une stratégie pensée par les managers, justement pour combattre le savoir, les connaissances, l'expérience individuelle et collective des salariés et les obliger à passer par les procédures, les protocoles, les process qui deviennent comme des bouées de sauvetage. Quand on est totalement perdu dans un monde où tout bouge tout le temps et où on dépense une énergie énorme pour reconquérir la maîtrise cognitive de son travail et de son environnement du travail. Et c'est comme les travaux de Sisyphe, parce que quand on a un peu atteint la maîtrise cognitive, tout change à nouveau et il faut recommencer. Et ça, c'est une raison de l'épuisement professionnel, le burn-out. Il vient de cet effort incessant pour essayer de comprendre comment fonctionne le logiciel,
qui sont les interlocuteurs, quels sont les responsables hiérarchiques, comment tel métier s'est transformé. Bref, un effort permanent qui les rend un peu au niveau d'apprentis à vie. Ils sont comme des apprentis à vie, ils sont tout le temps à apprendre et donc ils ne vont pas être enclins à essayer d'imposer leur avis sur la manière de travailler, parce qu'ils sont tout le temps à la recherche de comment est-ce qu'il faut faire pour, qui sait faire quoi, etc. Donc ils sont perdus et ça les met dans une situation de précarité subjective parce qu'ils n'ont jamais la certitude de pouvoir, dans 1 an ou 2 ans, être encore au niveau et arriver encore à dominer et à comprendre son travail. Ça, c'est une cause aussi de burn-out, parce que c'est une dévalorisation de soi. On ne peut plus se faire confiance en tant que professionnel, parce que l'expérience et les savoirs qu'on a sont obsolètes, sont dépassés. Donc on ne fait confiance à rien, et on a peur, on est dans l'anxiété, dans l'angoisse, et c'est pour ça qu'il y a les épuisements professionnels, le burn-out, beaucoup d'addictions. Je ne sais pas si c'est la même chose en Espagne, mais en France, les salariés prennent beaucoup de substances psychoactives pour tenir au travail, pour pouvoir supporter le travail. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux par les addictologues français qui font beaucoup de séminaires, de réunions pour essayer de dominer ce phénomène très dangereux. Ils prennent de la cocaïne, y compris, on voit dans certaines entreprises, les employeurs eux-mêmes qui distribuent de la cocaïne en disant, mais évidemment ils n'obligent pas les gens, mais ça peut vous aider, etc. Ils font des week-ends festifs, comme il dit, et distribuent de la cocaïne. Je voudrais juste dire que cette stratégie, c'est pas moi qui l'ai inventée, moi je l'ai entendue, cette stratégie de précarisation subjective des salariés, je l'ai entendue de la bouche d'un manager de France Télécom à la fin des années 90. J'étais dans un séminaire de France Télécom, parce que je faisais une conférence en tant que sociologue, il invitait des sociologues pour parler de l'évolution du travail, et à un moment donné, à la fin du séminaire, un homme est venu, il m'a dit, c'était un cadre supérieur, m'a-t-on dit, vous savez, madame, quel est mon vrai travail? J'ai dit non, je suis là pour produire de l'amnésie. De l'amnésie. Amnésia? Voilà. Oui, oui. Je suis là pour produire de l'amnésie. Je dis oui. Pourquoi? Et alors il m'a dit parce que France Télécom va Quel cynisme. Hein? Quel cynisme. Non, oui, mais pour lui, il était glorieux, il se sentait très important. Parce que France Télécom va prendre un virage commercial, va vers la privatisation, et donc, dans leur tête, les agents ont des valeurs du service public. Je dois éradiquer ces valeurs du service public de leur tête pour qu'ils puissent intérioriser les valeurs du management privé et l'idée qu'ils n'ont plus affaire à des usagers, mais à des clients. Et je dis d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour produire de l'amnésie? Et il m'a dit, on secoue le cocotier. Ça veut dire qu'on change tout le temps. Mais oui. Parce que les gens perdent leurs habitudes, perdent leur réseau, perdent leur routine, et ça. Et quand ils n'ont plus de certitude, quand ils n'ont plus de repères, quand ils n'ont plus d'appui stable, eh bien, ils acceptent tout parce qu'ils se sentent précaires subjectivement. C'est ça la réalité. Et donc l'introduction de ce changement permanent dans le monde du travail, c'est l'introduction d'une précarité subjective qui oblige les gens à accepter tout et à enregistrer tout, les manières de travailler pour avoir la plus forte rentabilité dans un capitalisme financier à court terme. Ils sont dépendants parce qu'ils ont toujours peur de ne pas y arriver et qu'ils sont seuls. Ils sont seuls. Il n'y a plus les collectifs. Les 3 piliers ensemble, c'est vraiment les piliers, je dirais, du calvaire des salariés. C'est vraiment être
à la fois cajoler dans les aspirations, soyez le plus grand, le plus beau, le plus fort, le meilleur, le plus heureux, contre une organisation du travail qui est très taylorisée et avec une perte totale de pouvoir professionnel. Voilà. Ça, c'est, je dirais, les caractéristiques fondamentales du nouveau modèle managérial, avec un quatrième petit pilier qui est, ce sont les directions des ressources humaines, nous appelons de la bienveillance et du bonheur. Il s'appelle comme ça, ou alors DRH, direction des ressources humaines, il dit direction qui rendent heureux. Voilà, c'est plus direction des ressources humaines, direction qui rendent heureux. Voilà. Donc il y a, alors du coup, on a beaucoup en entreprise les Chief Happiness Officers, que vous connaissez sans doute, avec des salles de détente, des salles de yoga, de méditation, mindfulness, avec des séances de fou rire. On fait rire les gens, oui, pour les détendre, pour qu'ils se sentent à l'aise. Il y a, par exemple, j'ai été visiter Google à Paris, il y a une salle grande comme ça, insonorisée, avec 12 guitares, avec une batterie, avec une clarinette, pour que les jeunes puissent poser leur travail et aller faire... ils y vont jamais. Oui, il y a billard, baby-foot, jeux vidéo, etc. etc. Donc ça, c'est pour dire, nous vous aimons, les DRH font des déclarations d'amour, nous nous levons tous les matins pour votre bonheur, nous vous aimons, nous sommes là pour vous, nous sommes une grande famille, etc. etc. Alors, il faut, donc ça c'est à propos de la démocratie, vous voyez bien de la démocratie dans l'entreprise qu'à partir du moment où il y a d'un côté une direction qui a du pouvoir, il y a en face une atomisation complète d'individus qui ont des intérêts contradictoires, puisqu'ils sont en concurrence les uns avec les autres, et même, chacun est en concurrence avec soi-même. Il faut tout le temps se dépasser, tout le temps être le meilleur, donc une précarité subjective, une incertitude, une peur, une anxiété permanente qui est travaillée. Des psychologues, des médecins psychologues font des polycopiés où ils expliquent comment stimuler cette anxiété, cette petite peur, de manière à ce que les gens... Oui, c'est quelque chose qui est travaillé, raisonné. Alors, c'est terrible parce que quand on explique ça, certains disent « vous êtes conspirationniste ». Mais sauf que ce sont des stratégies qui sont mises au point. On peut le voir, il y a des polycopiés de consultants qui expliquent comment il faut faire pour que les gens soient un peu mal à l'aise, qu'ils aient un peu peur, mais pas trop. Parce que s'ils ont trop peur, ils vont être paralysés, ils ne pourront plus travailler, mais juste pour qu'ils obéissent. Juste pour qu'ils obéissent. Parce que, et en plus, il faut savoir que les patrons, les employeurs français, ont particulièrement peur de leurs salariés. Parce qu'il y a une tradition française, il y a eu la Révolution française, et puis pendant les 30 glorieuses, les années 50, 60, 70, il y avait une très forte confrontation entre un parti communiste très fort en France, avec presque 30% aux élections présidentielles, une CGT extrêmement forte, donc le patronat français est obsédé par la peur des salariés français, et cette idée qu'il faut tout le temps les tenir psychologiquement, techniquement, organisationnellement, et puis aussi par ce discours du bonheur, cette surhumanisation, etc. Et tout ça, évidemment, au détriment de la professionnalité, qui, elle, n'est jamais respectée, qui est toujours considérée comme une menace, un potentiel danger pour le patronat, parce que ça peut être une base où les salariés se rassemblent pour essayer de faire valoir un autre point de vue sur l'organisation du travail. Alors, il faut savoir que cette continuité depuis Taylor jusqu'à nos jours, qui existe réellement avec des formes de manipulation psychologique différentes, elle est possible toujours dans le cadre de ce débat entre syndicats et organisations patronales, parce qu'il existe le lien de subordination. Ce lien de subordination, c'est comme une assurance vie pour le patronat français, parce qu'il est sûr, quoi qu'il fasse, que les salariés ne puissent pas s'opposer, d'autant moins, ils pourront d'autant moins s'opposer
que la subordination est de plus en plus vécue individuellement, vécue personnellement. Quand elle était vécue au sein de grands collectifs de travailleurs, il y avait la possibilité de mettre un peu de distance par rapport à cette subordination, parce qu'il y avait une capacité collective d'agir, une capacité collective d'action qui pouvait mettre un peu de menace aussi. Attention, on peut faire une grève du zèle, on peut faire du sabotage, voilà, attention. Mais maintenant, quelqu'un qui est seul dans son coin subordonné ne représente aucune menace, aucun danger pour l'employeur. Et donc, cette subordination, c'est véritablement une assurance vie. Le patronat, l'employeur, est assuré, quoi qu'il arrive, de pouvoir toujours continuer son objectif majeur, qui est contraindre et contrôler les salariés pour qu'ils travaillent selon une rationalité économique décidée par la direction. Et pas de débat possible sur la finalité du travail, sur l'organisation du travail. Or, cette situation, et je vais terminer là-dessus, elle n'est pas tenable, elle n'est plus tenable, elle n'est plus acceptable pour 3 raisons majeures. La première, en France en tout cas, c'est l'augmentation phénoménale de la souffrance au travail. Le degré le taux de suicide, de dépression, de burn-out, d'addiction est tellement élevé maintenant que vraiment c'est un problème de santé publique et c'est une contrainte de société évidente. On ne peut pas continuer à parler de prospérité ou de croissance économique à partir du moment où le travail meurtrit autant les gens et les rend malades, à un point qui est vraiment très très préoccupant. Le deuxième point, c'est que comme il n'y a que des décisions unilatérales de la direction sur le produit ou le service, cela se fait de plus en plus au détriment des consommateurs et des usagers. Les consommateurs et les usagers sont manipulés, ils l'ont toujours été par le marketing, mais de plus en plus par les sciences, les neurosciences, qui permettent de faire acheter par un client quelque chose avant qu'il ait pris conscience de son propre désir de vouloir acheter. Donc il y a une manipulation qui est quand même extrêmement perverse du point de vue de la consommation. Et par exemple, dans les entreprises françaises, moi j'ai pu voir, en faisant des enquêtes, ce qu'on appelle la lutte contre le gaspillage, qui est la surqualité. Les gens veulent faire trop bien leur travail et ça nous fait perdre de l'argent. Parce que le client, il achète même si la qualité est moins bonne. Donc ne faites pas trop de qualité, ne passez pas trop de temps à fignoler, à améliorer ce que vous faites. C'est de l'argent perdu. Voilà, c'est qui est contraire à la finalité même du travail, qui est la satisfaction réelle des consommateurs ou des usagers. Bon, ça, et le troisième point quand même très important, c'est aussi la prise en compte des besoins de survie de notre humanité dans la planète à cause de la prédation des ressources qui est de plus en plus massive et qu'on voit de plus en plus importante, de plus en plus délétère, et qu'il faut mettre un terme. Donc, la question, elle est fondamentale. Dans le cadre de ce débat sur la démocratisation, c'est est-il raisonnable de laisser les directions décider toutes seules, poussées par les investisseurs et les fonds d'actionnaires, de décider tout seuls de la finalité du travail, de la finalité des entreprises. Ça n'est plus possible. Or, en France, cette prise en main par les directions de la totalité des décisions, elle est de plus en plus forte. Et on en a un exemple symbolique très intéressant lorsque, en 1998, le CNPF, c'est le Conseil national du patronat français, il s'est rebaptisé, il a changé de nom,
et il a décidé de s'appeler le MEDEF, ce qui veut dire le Mouvement des entreprises de France. Ça signifie que le patronat est devenu les entreprises. Et désormais, quand les représentants du MEDEF, donc du patronat, parlent, ils disent, pas nous le patronat, mais ils disent maintenant, nous les entreprises, pensons qu'il faut faire ça et ça, exigeons que, etc. Ils parlent au nom des entreprises, comme si les entreprises n'étaient pas l'entité qui représentait les travailleurs de base, la hiérarchie intermédiaire et de proximité, la hiérarchie supérieure, la direction. L'entreprise, c'est tout ça. Et donc, la question de savoir à quoi doit servir une entreprise, c'est une question d'ordre sociétal. C'est un enjeu de société et qui est décisif par rapport à ces trois enjeux que sont le bien-être des travailleurs, des consommateurs et la survie de notre humanité. Donc, et je vais arrêter là, il me semble qu'il y a un élément qu'il faut remettre en question comme n'étant pas légitime, parce que non démocratique, c'est le lien de subordination qui verrouille tout, qui empêche le débat et l'intelligence collective de se déverser dans le monde du travail pour trouver des solutions par rapport à l'enjeu écologique, à l'enjeu du bien-être des travailleurs. Donc il faut faire sauter ce lien de subordination qui oblige à une obéissance totale pour les fonctionnaires comme pour les salariés du secteur privé et qui empêche toute transformation et toute évolution et qui n'a pas lieu d'être dans des sociétés de démocratie politique comme la nôtre où nul n'est censé appartenir à d'autres. Donc, je crois. Or, la problématique, elle est que les organisations syndicales ont beaucoup de mal à accepter l'idée de remettre en question la subordination, parce que, de leur point de vue, c'est parce que le salarié est subordonné à l'employeur que l'employeur est responsable de la santé mentale et physique du travailleur et qu'il doit donner des droits, des garanties et des protections que l'on trouve dans le Code du travail. C'est parce qu'il y a subordination, disent-ils, les syndicats, y compris la CGT, etc., que le salarié est protégé. Donc, chaque fois que je vais dans des séminaires syndicaux et que je parle du problème de la subordination, il dit « surtout ne va pas là-bas, ne mets pas les pieds là-dedans ». Oui, parce que sinon c'est toute la logique de l'équilibre syndicat, patron, oui, c'est terrible, qui va sauter, mais évidemment qu'ils ont tort, parce que c'est pas parce qu'on obéit qu'on doit avoir des droits, des garanties et des protections, mais c'est parce qu'on s'engage dans le travail. C'est le fait de s'engager dans le travail qui exige comme contrepartie des protections, des garanties et des droits. Et ça, c'est un effort de penser que les syndicats ont beaucoup de mal à fournir, hormis peut-être certaines fédérations, et notamment un syndicat un peu petit qui s'appelle Solidaire, eux, ils commencent à dire « mais oui, quand même, mais sinon les autres sont fermés ». Et je crois que si on veut rentrer dans ce débat sur démocratie économique, marché du travail, syndicat et organisation syndicale et patronale, je crois qu'au cœur de la pensée maintenant, il faut poser l'enjeu de la subordination et faire la démonstration que ça n'est pas légitime dans le monde du travail à notre époque. Voilà. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. I don't know if you C'est magnifique. Ah bon. Oui, c'est ça. En français, oui, mais pour les gens qui ne parlent pas français, c'est plus difficile. Le decía que ha estado magnífica. Yo ha sido un privilegio acompañarla en la mesa. Me he repasado, bueno, he anotado muchísimas cosas. Creo que ha sido interesantísima la visión. Yo no había, bueno, una de las cosas que yo tenía para decir por la tarde ya las di, era que nosotras somos el ejemplo de la máxima subordinación, pero solo es un poco
el refinamiento de esa subordinación, no es que seamos el centro. Bueno, no me alargo. ¿Queréis, por favor, debatir? Tengo dos... ¿Te podrías presentar, por favor, y así todo el mundo Sí, ellas? ya nos hemos presentado. Ah, no, pero para el resto todo el mundo sabe. Joan Benach. Estoy Joan Benach. en el Public Policy Center. Dos. Joan. Si alguien quiere el micro, Si quieres el micro. y así escuchamos mejor. D'accord. Oui, il m'a dit médecin, épidémiologue, Oui. historien. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Dos cuestiones. Uno, si nos pudieras explicar un poco esta estrategia que nos has dividido con los 4 elementos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza? ¿Quién lo organiza? ¿Qué tipo de...? Porque, por ejemplo, tenemos, al menos hasta donde yo sé, información de distintas estrategias neoliberales que desde finales de los 60, principios de los 70 se ponen en marcha para hacer muchas cosas, entre otras cosas entrar también en las universidades, ¿no? Pero si querías explicar un poquito esto. ¿Quiénes son? Sí. Sí, ¿quién organiza la estrategia ¿Quiénes de son los Cataluña? los autores intelectuales, digamos, de... Los autores intelectuales de intelectuales y organizativos y económicos para organizar estas estrategias, porque también puede haber ocurrido que han sido un poco por ensayo y error, quizá, pero a lo mejor no tanto, no sé. Yo quería tener un poco de información. La segunda pregunta es sobre el tema que me parece muy interesante, sobre la precariedad objetiva y la precariedad subjetiva. Entonces, pues, creo que has puesto mucho énfasis en el tema de la subordinación, que supongo que tiene la otra cara, que es la dominación. Porque me parece que, al menos hasta también donde yo sé, hay muchos estudios que ponen el acento en los mecanismos sociales de la precariedad, lo que es la precariedad y lo que es la traducción de la precariedad, por ejemplo, lo que me interesa más a mí, que es la salud, que son la explotación, la discriminación, etc. Pero no tanto sobre la subordinación, dominación, opresión, que me parece que es donde has puesto tú el énfasis. Bueno, y esto me iba, por último, me hacía pensar en una de las maneras de cambio del trabajo, concretamente las plataformas digitales, que quizás son ya el grado extremo de control, disciplina, etcétera, ligado con todo esto. La première, c'est oui. Alors, la séparation entre le réel objectif et subjectif. Et puis, si tu peux expliquer un peu plus, parce que la question de mécanisme social, tu fais l'accent, tu mets l'accent sur la subordination. Si tu peux expliquer ces visions différentes sur la domination, sur l'oppression, parce qu'elles viennent de notre manière de voir la question. Et la dernière, c'est sur la plateforme qu'on dit JKECO. Oui, JKECO. Alors, sur peut-être pour expliquer cette question sur les plateformes, oui. Non, les algorithmes, etc. Vous pouvez expliquer les entreprises libérées. Oui, Hein? d'accord. Oui. D'accord. Alors, sur les stratégies, en fait, les stratégies, elles se sont construites de manière à la fois longue et en même temps avec des étapes décisives. Par exemple, en 1974, après mai 68, le patronat français, après avoir mis en place des groupes de discussion de philosophes, d'économistes, de sociologues et de dirigeants, est arrivé à l'idée il faut atomiser la classe ouvrière, il faut l'atomiser parce que sinon on ne pourra plus continuer avec des épisodes de grève générale, l'économie ne pourra pas supporter. Donc il faut inverser le rapport de force. C'était vraiment l'idée
comment inverser le rapport de force. Et l'idée, c'était atomiser, éviter les collectifs, la solidarité. Et donc, ça s'est construit. En 1974, ils ont donné des directives sur l'atomisation. Il y a eu un grand conseil, un grand colloque à Marseille du CNPF, donc du Conseil national du patronat français, qui a dit les directions d'entreprise doivent chercher par quels moyens atomiser le personnel dans les entreprises. Voilà. Et du coup, grâce aux philosophes, aux sociologues, il y a eu cette idée de nous allons répondre à vos aspirations. Vous voulez de la dignité, de la reconnaissance, ça passe par l'individualisation. Et ça a été très très progressif. Le début, par exemple, je vous donne un exemple, la première pratique qui s'est mise en place dans cet esprit-là, c'était les horaires variables. Horaires variables parce que, alors ils disaient c'est plus de liberté pour les salariés, mais ça veut dire qu'ils n'entrent plus au même moment, ils ne déjeunent plus ensemble, ils ne prennent plus leur pause ensemble et ils ne sortent plus ensemble. Et donc ça évite trop de complicité, de moments de rencontre, etc. Deuxième mesure, par exemple, ça a été la rotation des tâches. Alors la rotation, ça veut dire, c'est plus de variété, plus de diversité, c'est pour améliorer la situation des salariés. Mais en même temps, ils ne restent plus côte à côte dans la durée. Ils ne sont plus à côté comme des camarades tout le temps. Ils bougent, ils bougent. Alors, c'est pas du jour au lendemain on décide ça, mais il y a des réflexions. Et puis, il y a des consultants, il y a des exemples qui viennent des États-Unis, d'autres qui viennent du Japon. C'est une espèce de mélange de comment sortir des situations difficiles et de pouvoir mettre en place, au contraire, des situations où on peut exercer un contrôle et une contrainte de façon légitime, parce que c'est ça le problème. Donc, une idéologie pour dire, là c'est la variété, c'est bon pour vous, ça stimule l'intérêt. Là, c'est des horaires variables, c'est bien pour les femmes qui peuvent accompagner les enfants. Mais oui, donc à chaque fois, regardez comme c'est bien pour vous. Donc il y a un mélange de stratégie, c'est inverser le rapport de force, exercer une domination possible, mais rendre cela légitime. Et toujours, il y a une production idéologique, toujours qui accompagne, que Taylor avait bien compris. Il faut savoir que Taylor, qu'est-ce que c'était à l'époque? Vous savez, c'était un consultant. Il était consultant en son temps. C'est pour ça qu'il a écrit et il vendait son modèle. Et ensuite, il y a toujours eu des consultants, il y a eu aussi des ingénieurs de Polytechnique, etc. Et tout le monde pensait quel modèle, comment promouvoir la meilleure productivité, tout en comment dire, en faisant du profit, et quelle garantie donner aux ouvriers pour qu'ils acceptent. Donc, les 30 Glorieuses, c'était contrôle du travail, contrainte, dégradation des conditions de travail, contre augmentation des salaires, donc possibilité de se réaliser aussi dans une vie de consommation et d'abondance. Il y a toujours ce besoin d'assurer une légitimité en développant une idéologie, et en même temps, voilà, on élabore un modèle qui va toujours dans ce sens de comment contraindre légitimement les salariés à travailler, non pas comme eux voudraient travailler en fonction de leurs valeurs citoyennes, professionnelles ou politiques, mais en fonction de la productivité et rentabilité maximale. C'est ça, pour les économistes, ça s'appelle l'incomplétude du contrat de travail. Je ne sais pas si ça vous parle, l'incomplétude du contrat de travail. C'est-à-dire, on sait combien d'heures les ouvriers, les salariés vont travailler, combien on va leur payer, mais comment on va les faire produire, ça c'est à l'employeur de s'organiser pour extraire le maximum de plus-value de la force de travail. Ça c'est la domination, c'est l'exploitation. Et l'exploitation, il faut la mettre en place
mais il faut aussi la justifier, la légitimer tout le temps. Donc il faut produire une idéologie, et là ça a été l'idéologie de la croissance, du bien-être matériel, même s'il y avait une conflictualité entre syndicats très forte, entre syndicats et patronat, bon, il y avait un win-win, comme on dit maintenant, oui, hein, c'est ça. Bon. Et tout ça, ça a volé en éclats quand les gens ont dit non, on ne veut plus de ce deal. C'était en 68 dans le monde, particulièrement en France, mais dans le monde entier. Et le win-win, c'était on ne veut pas de ce win-win, on veut autre chose. Donc à ce moment-là, c'est mis en place. Alors, c'est pas du jour au lendemain quelqu'un qui écrit une stratégie, mais c'est des réflexions, c'est des exemples qu'on suit, et peu à peu ça se sédimente, ça s'organise, et il y a des consultants, des experts, il y a aussi des délégations. On a eu beaucoup de délégations d'employeurs qui sont allés au Japon, qui sont allés aux États-Unis, qui sont allés dans les pays scandinaves pour voir, pour comprendre, pour échanger. C'est un vrai travail, le management. C'est un travail aussi idéologique, c'est un travail de légitimation de voilà, ce qui se passe. Comme Taylor, il avait fait un modèle d'une violence inouïe, puisqu'il avait enlevé, il a dépouillé les ouvriers de leur pouvoir, mais même les gens de gauche étaient pour l'organisation rationnelle du travail, parce qu'ils disaient la bataille doit se mener non pas sur l'organisation qui est scientifique et rationnelle, elle doit se mener sur la redistribution des richesses produites grâce à cette bonne organisation du travail. Oui, et Lénine a introduit en URSS le taylorisme, et Staline le stakhanovisme, voilà, en disant c'est bien, après il faut voir. Voilà. Et la science universelle, objective, impartiale et neutre, voilà. Mais en fait, c'est une violence inouïe de dépossession des ouvriers et justement d'exploitation, de domination. Voilà. Mais tout ça, ça s'est sédimenté, c'est devenu... Alors, par exemple, la précarité subjective, des gens se sont dit comment obliger des professionnels de haut niveau à accepter des procédures, des protocoles, des logiciels, des process qui vont leur dicter leur travail. Voilà. Et donc, l'idée de les précariser subjectivement pour qu'ils se disent « Ok, comment il faut faire alors ?» C'est quelque chose qui s'est construit petit à petit avec des psychologues, des sociologues, et l'idée de « on change tout le temps ». Vous savez, c'est incroyable. Quand après le séminaire de France Télécom où ce cadre supérieur m'a dit « je suis là pour produire de l'amnésie », j'étais à São Paulo, parce que notre laboratoire a des échanges de travail avec l'université de Campinas. J'étais à São Paulo et on m'a amené visiter le musée de l'esclavage. Et j'ai vu, et ça m'a fasciné, un tableau pintura, qui s'appelait l'arbre de l'oubli. L'arbre de l'oubli. Et c'était deux arbres autour duquel on voyait des Africains en pagne, avec des pagnes, d'un côté des hommes et de l'autre des femmes, qui tournaient autour de l'arbre de l'oubli. Et dans la notice, c'était marqué le roi Agdaba qui vendait ses citoyens, enfin ses comme sujets, voilà, ces sujets comme esclaves, les faisait tourner autour de l'arbre de l'oubli pour qu'ils oublient qu'ils étaient des êtres libres, pour qu'ils puissent devenir des esclaves. Et ça m'a fait penser à l'amnésie, pour faire l'amnésie, pour qu'ils oublient les valeurs du service public, et qu'ils ont... Donc vous voyez que c'est vieux comme le monde, cette idée, non, qu'il faut manipuler... C'est vieux comme le monde, oui. Mais non, l'idée qu'il faut manipuler psychologiquement les gens pour qu'ils acceptent d'être exploités ou d'être esclavagisés, ensuite d'être exploités non plus comme fonctionnaires, mais comme salariés Cette idée de manipulation psychologique, Taylor l'avait tout à fait. Hein. Il disait à Taylor disait, parce que vous savez que Taylor a été accusé par le Parlement américain d'attaquer les métiers. Et donc il s'est défendu, et là on a tout ce qu'il disait. Et il disait, mais pourquoi vous m'attaquez? Je suis le seul vrai démocrate du travail.
parce que je mets le travail ouvrier à la portée de tout le monde. Alors que les métiers sont les syndicats de métiers sont malthusiens. Ils empêchent, et vous savez, quand il y avait Taylor, c'était l'époque où il y avait la grande émigration du nord de l'Europe, de la famine. Les paysans fuyaient l'Irlande, mais aussi la Finlande, le Danemark, et le nord de l'Allemagne, et partaient à New York, mais comme c'était des paysans, ils ne pouvaient pas s'embaucher dans les usines, les métiers. Et Taylor dit, mais moi je suis un démocrate et je suis au service des malheureux puisque je leur donne la possibilité de gagner leur vie en éclatant les métiers. Vous voyez, et cette idéologie tout le temps, qu'on a tout le temps, nous aussi en France, le patronat n'arrête pas de dire, nous on est là pour nous nous levons tous les matins pour sauver les emplois, pour sauver les entreprises, pour le bien-être des salariés, etc., etc. Et alors, les entreprises libérées, j'espère que j'ai répondu, j'ai pas répondu à toutes vos questions, j'ai répondu, sur la première, mais sur oui, si, la précarité subjective aussi, et la précarité subjective, si vous voulez, c'est une arme patronale pour s'assurer de la disciplinarisation des professionnels. Voilà, c'est ça. Ils sont suffisamment la subjectivité, la précarité subjective. Les gens ne se sentent pas chez eux dans le travail. Ils ne se sentent pas entre eux dans le travail, puisque les autres sont des concurrents. Ils ne sont pas chez eux parce que ça bouge tout le temps, ça change. C'est comme si vous déménagez tous les ans, vous ne vous sentez pas chez vous dans votre appartement vraiment non plus. Oui. Donc les gens ne se sentent pas chez eux dans l'entreprise, ils ne se sentent pas entre eux parce qu'ils ont affaire à des concurrents, à des gens en compétition. Et donc il y a une sorte de sentiment de précarité, vraiment. Tout est toujours remis en question. Fragilité, peur, anxiété, le peur de ne pas y arriver. Beaucoup dans les hôpitaux, par exemple, les soignants, ils disent que quand ils reviennent à la maison, ils ont peur du coup de téléphone. Ah, vous avez fait une erreur, parce que tout change. Mais oui, on n'est pas tellement sûr de ce qu'on fait, et du coup, c'est la peur d'avoir la responsabilité de quelqu'un qui a dans l'hôpital, quelqu'un, on dit à cause de toi, voilà, a provoqué la mort de quelqu'un. Ils disent on est sûr de rien, voilà, on n'est jamais sûr de rien. Et ça, c'est le terreau, c'est la base d'une domination magnifique. Alors, les entreprises libérées, vous savez, le patronat, il est toujours, moi je dis, c'est un peu comme un caméléon. Il est capable de changer tout le temps de texture, de couleur, mais il va toujours, il ne change pas d'endroit où il veut aller. Il change de couleur, mais il veut aller toujours au même endroit. Productivité maximale, rentabilité maximale. Et donc, et aussi comme un boa, l'employé, le patronat, un boa, c'est un gros serpent, boa, il est capable de digérer la contestation, les critiques. Il utilise et il dit oui, nous avons mal fait, comme en 68, nous avons mal fait, maintenant nous allons faire l'individualisation. Là, nous avons mal fait, effectivement, il y a des gens qui souffrent trop, il y a des jeunes qui ne peuvent pas aller dans le salariat parce que ça leur fait peur, et donc il y a les plateformes, là ils seront libres, là ils feront comme ils veulent, ils seront ubérisés, ils feront Deliveroo, etc. Et ils travailleront avec nous, bien sûr, mais nous ne leur donnerons... Voilà, ils ne sont pas subordonnés à nous, donc ils n'ont pas de garantie, pas de protection, pas de droit, et ils travaillent comme ils veulent, etc. Mais c'est un mode d'exploitation et de domination, parce que s'il y a le moindre problème, on les déconnecte du jour au lendemain. Bye bye, le problème est réglé. Donc les plateformes, c'est un exemple de la grandeur du patronat qui dit nous comprenons que tout le monde ne veut pas être salarié, donc voilà, de la même façon, donc on leur laisse cette possibilité. Et il y a aussi ce discours qui consiste à dire oui, il y a trop de souffrance dans les entreprises. Il y a trop de déprofessionnalisation à cause de la bureaucratie de contrôle, à cause de la bureaucratie de contrainte, et donc
nous allons transformer totalement les entreprises. Et en France, il y a un courant de ce qu'on appelle les entreprises libérées. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement. Les entreprises libérées, alors en France, c'est très important parce que des entreprises comme Airbus, Michelin, Decathlon, Maïf, je sais pas si des grandes entreprises, elles se lancent dans ce mouvement en disant, voilà, on a compris, les salariés ne sont pas heureux, nous allons leur donner la liberté. Et donc, le patron, l'employeur, le boss, le patron, dit, je ne suis plus un boss, je suis un leader. Et vous, les salariés, vous êtes des followers. Et alors, moi, en tant que... Oui, je décrète la libération de l'entreprise de deux manières. Parce qu'il y a beaucoup de gourous qui écrivent. Il y a Isaac Gates, pour ceux qui sont intéressés, qui écrit beaucoup sur ce qu'est une entreprise libérée. Il y a aussi des patrons qui écrivent, Zobrist, enfin, beaucoup de gens écrivent. Donc on peut les lire, c'est très intéressant. Donc ils disent, vous êtes libérés de deux façons. Soit vous ne voulez pas intérioriser ma vision de leader. J'ai plus une bureaucratie ou des programmes. J'ai une vision. Alors, soit vous intériorisez ma vision, soit vous ne l'intériorisez pas. Si vous ne l'intériorisez pas, je vous libère parce que vous partez. Si vous l'intériorisez, je la libère parce qu'à ce moment-là, vous pouvez être les relais de ma vision et vous vous organisez en groupe où vous allez vous autodiscipliner, automotiver, autogérer, automanager et vous aurez les relations directes avec le client. Moyennant quoi, l'employeur peut supprimer toute la hiérarchie supérieure, intermédiaire et de proximité. Donc il fait beaucoup d'économies d'argent. Les cadres, oui, ça fait beaucoup d'économies d'argent. Ben oui, pouf. Le leader et les autres. C'est direct, voilà. Et aussi certaines directions opérationnelles. Il n'y a plus besoin des directions commerciales, puisqu'ils ont la relation directe avec le client, ce qui est très bien, parce que le client fait pression directement sur les travailleurs. Ah oui. Après, les questions de ressources humaines sont gérées par les salariés eux-mêmes, les absences, les vacances, les primes, c'est très compliqué, ça crée beaucoup de problèmes. Et donc ils font tout ça, moyennant quoi ils ne sont pas plus payés, mais ils sont libres. Et la meilleure reconnaissance, disent les leaders, c'est pas l'argent, c'est la liberté. Donc on leur donne la liberté, et ce sont des entreprises qui travaillent comme les autres. Enfin, au niveau de l'organisation du travail, c'est à peu près la même chose que dans les entreprises non libérées, sauf qu'il y a vraiment un esprit de secte, qui s'introduit et qui fait... Ah oui, alors, soit on part, soit on est complètement en phase avec le leader. Et ce que disent tous les libérateurs, tous les leaders, c'est que c'est pas tellement la liberté qui est importante que le sentiment de liberté que peuvent avoir les salariés. Ça en dit long sur l'idéologie qui est derrière. C'est le sentiment de liberté qui compte plus que la liberté même. Quel danger. Oui. Alors, ¿alguna intervención más? Sí, por favor. Felicitar a la ponente por la exposición y por la claridad, en francés, la claridad del discurso y lo ameno que a mí como mínimo me está resultando el intercambio. Esa contradicción entre una organización taylorista del trabajo y contradicción con una gestión hiperpersonalizada, narcisista, y cómo se resuelve especialmente en el caso de los sindicatos, ¿no? O sea, al final de esa intervención hacía una apelación a que los sindicatos no quieren tocar la subordinación de los trabajadores porque entienden que esta es la forma que tienen de protección, ¿no? Pero en un mundo del trabajo actual tan cambiante eso tampoco tiene sentido.
explicaba los ejemplos de estas empresas, digamos, liberadas, de que el capital va muy por delante experimentando estas nuevas realidades organizativas y que los sindicatos les cuesta más adaptarse a esta nueva organización, y entonces eso facilita la precarización subjetiva y en definitiva la explotación, o qué recetas, qué pistas que se pueden dar para que los sindicatos vayan adaptándose o sea, no sé si digamos que el sindicalismo está todavía demasiado anclado en el taylorismo, mientras la empresa ya lo está superando, o no, o si hay alguna esperanza para que se pueda, digamos, superar esta situación. Comment les syndicats Oui, quelle est la réponse, quelle est la possibilité de faire l'alternative? Oui, alors c'est effectivement un défi terrible pour les syndicats. En France, c'est une catastrophe. D'abord, nous sommes en situation très difficile parce qu'il y a énormément de syndicats, beaucoup plus que pendant les années des 30 Glorieuses. Il y a la CGT, CFDT, CFTC, CGC, FO, Solidaire, enfin, il y en a de plus en plus, et il y a de moins en moins de syndiqués. On est à peu près à 6% de syndiqués en France. Donc vous voyez, une multitude de syndicats et très très peu de travailleurs syndiqués. Donc voilà, ça c'est un problème. L'autre problème, c'est que en France, depuis les lois Auroux en 1981, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a donné plus de droits aux syndicats, ce qui était très bien. Sauf que les syndicats sont devenus de plus en plus institutionnalisés et sont perdus. Ils avaient de plus en plus de choses à négocier, parce qu'il y avait un droit annuel de négociation, il y avait les CHSCT, il y avait les missions au comité d'entreprise, et ils devenaient des experts, coupés un peu de la base, des salariés, et surtout on a eu une mauvaise expérience qui était le droit d'expression direct et collectif, où normalement les salariés avaient le droit de faire des critiques et de faire des propositions, mais les syndicats, qui étaient très peu nombreux et très loin de leur base, n'ont pas réussi à se saisir de cette occasion pour renouer avec la base et avoir des revendications sur le travail, sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail. Donc, ils sont arrivés en grande difficulté quand le nouveau modèle s'est installé, je dirais que la manière qu'ils ont eue pour rattraper la base, c'est de se focaliser sur les questions de la souffrance au travail. Les syndicats ont été les relais des salariés malheureux, surtout, et qui se syndiquaient quand le syndicat s'occupait d'eux parce qu'ils étaient malheureux. Ils se sont spécialisés dans la souffrance au travail. Beaucoup de syndicalistes sont allés prendre des cours de psychologie au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, auprès de Yves Clos, Christophe Dejour, pour ceux qui connaissent, pour apprendre à traiter les questions de la souffrance. Mais ils n'ont pas développé un savoir sur l'organisation du travail, qu'ils n'avaient jamais eu avant. Parce que dans les années 50, 60 et 70, les syndicats refusaient de s'intéresser à l'organisation du travail. Ils disaient, c'est pas notre boulot, c'est pas notre mission d'aider le patron à exploiter mieux les ouvriers. Donc nous, l'organisation du travail, on s'en occupe pas. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas constitué d'expertise et de savoir revendicatif sur l'organisation du travail. Ils commençaient à avoir une expertise avec ce qu'on appelle en France les CHSCT, Comité d'hygiène et sécurité, conditions de travail. Parce que ce sont des instances où les représentants syndicaux ont le droit de commanditer des enquêtes, de faire eux-mêmes des enquêtes, et ils commençaient à accumuler une expertise syndicale sur l'organisation du travail et sur le lien entre organisation du travail et mal-être des salariés. Sauf que
le nouveau pouvoir Macron, quand ils ont vu tout de suite ça, ils ont supprimé les CHSCT il y a 1 an. Oui, ça n'existe plus. Les CHSCT, ça devient des tout petits comités qui sont réintégrés dans l'ancien comité d'entreprise, mais voilà, ils ont su qu'est-ce qu'il fallait attaquer directement, c'est-à-dire l'expertise syndicale sur l'organisation du travail. Mais la stratégie syndicale, elle est dans cette idée de faire un lien, de commencer à établir un lien entre organisation du travail et mal-être, souffrance au travail. C'est ça qu'ils sont en train de travailler. Montrer qu'il y a une détérioration de la santé mentale et physique des travailleurs à cause des formes d'organisation du travail. Mais là, ils sont contrés, ils sont empêchés dans cette direction par la loi de Macron, là, mais sinon, les pistes, il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je pense qu'une piste intéressante, ce serait juste de combattre le lien de subordination, de le remettre en question et de montrer, par exemple, qu'on peut imaginer, à la place de la subordination, un contrat d'engagement réciproque entre le travailleur et ce qui représente l'entreprise. Mais évidemment, ça oblige de changer aussi la direction de l'entreprise. La direction ne doit pas être uniquement des états-majors, mais des représentants des différents secteurs, des différents niveaux hiérarchiques, des représentants même des consommateurs et des représentants de la contrainte écologique. Il faut repenser la direction de l'entreprise comme une entité à réinventer et à ce moment-là remettre en question le lien de subordination et prévoir le même code du travail, parce qu'on s'engage en travail, pas parce qu'on s'engage à obéir. Mais les pistes syndicales, j'ai vraiment peur que si les syndicats continuent dans la même direction, ça... Oui, ça va être désespéré, parce que déjà, ils représentent 5 à 6% des salariés, ils perdent leur expertise sur l'organisation du travail, et ils n'ont pas de... Le patronat est beaucoup plus inventif. En introduction, vous disiez que les syndicats courent derrière, si j'ai bien compris, non, courent derrière le patronat c'est lui qui invente, qui propose les syndicats critiques. Voilà, ils sont toujours un train de retard. Et là, je pense que trouver des objectifs qui rendent hommage à l'enjeu que représente le travail dans notre société, ça serait fondamental. Et donc se dire, le travail ne peut pas dépendre unilatéralement des directions, parce que c'est un enjeu de société et c'est un enjeu de survie de la planète. Donc on ne peut pas la laisser véritablement entre les mains d'un petit groupe de dirigeants qui ont une rationalité économique néolibérale à court terme et qui ne savent pas voir au-delà. Toutes les inventions des entreprises vertes, des entreprises greenwashing, des entreprises responsables socialement, c'est rien, ça. Et les jeunes commencent à le voir. Ça. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi en France, c'est très intéressant. L'année dernière, il y a eu, mais c'est un mouvement qui existe depuis un peu plus longtemps, des jeunes dans les très grandes écoles, lors de la remise des diplômes, qui ont dit merci pour les diplômes, mais l'enseignement que nous avons reçu ne peut plus continuer. Il est contraire aux impératifs écologiques de la planète, et donc nous n'irons pas travailler dans les entreprises qui sont dangereuses pour l'avenir de la planète. Et c'était des jeunes gens de Polytechnique, de l'école des mines, de l'école centrale, des grandes écoles de management qui disaient, voilà, il faut penser autrement maintenant. Il faut penser autrement. D'accord. Bien, yo creo que después de este final tan estupendo, pues dejamos esta sesión y pasamos a la siguiente. Muchas gracias.